Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce lundi 6 septembre. Veillée d'armes pour les syndicats à la veille de la journée d'action de demain. Un tournant, disent-ils, pour la réforme des retraites. De fortes perturbations attendues dans les transports dans toutes les villes de France. Nicolas Sarkozy veut étendre la déchéance de nationalité aux seuls criminels, notamment qui s'attaquent aux forces de l'ordre. Est-ce utile à la sécurité des Français, s'interroge Gérard Larcher, le président du Sénat. Débat à suivre entre la Verte, Halima Boumedienne Thierry, et l'UMP, Adrien Goutheyron. L'Élysée regrette les débuts clinquants du quinquennat, mais Cécile Duflot attaque à nouveau le chef de l'État. Bonaparte bling bling, écrit-elle dans Le Monde. Notre invitée Monique Pinson-Charlot pour le livre Le président des riches. Bonsoir à tous. Illustration du jour du décalage entre les chiffres officiels et ceux des syndicats. Moins de 6% de grévistes dans les collèges et les lycées aujourd'hui, selon le ministère de l'Éducation nationale. 30%, un chiffre qui reste faible, selon le SNES-FSU, qui appelait donc à cet arrêt de travail contre les baisses d'effectifs et plus globalement pour marquer le coup, dit ce syndicat. Demain, les syndicats escomptent faire descendre 2 millions de manifestants dans les rues contre la réforme des retraites. De l'ampleur de la mobilisation dépendra celle des concessions du gouvernement, inflexible sur le fond, plus ouvert en matière notamment de pénibilité. Marie Brémaud. Mission commandée ce week-end des proches du chef de l'État, changement de ton sur les retraites, sur la forme tout du moins. L'exécutif, peu avant une manifestation test, veut apparaître moins inflexible. Il y a des sujets sur lesquels on a peut-être encore à réfléchir et à travailler ensemble. La pénibilité, les pluripensionnés, les carrières longues, le problème des femmes. On fera certainement des avancées sur ces sujets en concertation avec les organisations syndicales. Ces avancées seront annoncées dans le cours du débat, c'est-à-dire la semaine prochaine par Éric Woerth. Les points restant ouverts à la négociation ne sont pas négligeables, mais restent avant tout techniques. Les syndicats peuvent espérer des avancées en ce qui concerne les polypensionnés, les carrières longues ou encore une prise en compte plus globale de la pénibilité au travail. Par contre, Claude Guéant comme Henri Guénaud ont écarté toute nouvelle négociation sur les mesures les plus importantes de la réforme, alors que la CFDT réclamait notamment le maintien à 65 ans de la pension automatique à taux plein. Une revendication syndicale concevable pour le président du Sénat. Gérard Larcher, dans un entretien au Monde paru aujourd'hui, estime qu'il faudra écouter le message des manifestants, quitte à lâcher du lest sur certains fondamentaux de la réforme. Un scénario jusqu'ici inenvisagé et inenvisageable pour Nicolas Sarkozy, qui a fait de cette réforme des retraites un symbole de son quinquennat. Plus d'une centaine de réseaux de transport urbains seront affectés par la journée d'action demain sur les retraites, moitié plus que lors de la journée précédente du 24 juin. Le trafic sera inférieur au service minimum en principe garanti à la SNCF et à la RATP aux heures de pointe. Le trafic sera inférieur en effet à 40% sur certaines lignes. Notez encore que 25% des vols seront annulés à Orly et à Roissy. Bonsoir Emmanuel Kessler, votre commentaire. Bonsoir Michel. En cette rentrée très agitée pour le gouvernement avec l'affaire Woerth et l'UMP affectée par une guerre interne, Nicolas Sarkozy affronte donc avec la réforme des retraites l'enjeu majeur de la fin de son quinquennat. Voilà, et effectivement, le chef de l'État joue très gros. D'un côté, il n'a d'autre choix que de mener à bien ce qui sera sans doute la dernière grande réforme de ce mandat. Il n'a pas le choix vis-à-vis de son électorat. Un recul n'est pas possible. Il s'agit pour lui de prouver sa capacité à réformer en profondeur. C'est sa marque de fabrique. Vis-à-vis aussi, il ne faut pas l'oublier, des marchés financiers qui surveillent de très près les mesures prises par la France pour maîtriser ses dépenses publiques. Et de ce point de vue, la question des retraites est un signal. Et vis-à-vis enfin d'une majorité, vous l'avez dit, qui doute, qui est en état de division en cette rentrée et qu'il faut ressouder par un succès politique. Alors tout ça plaide en faveur de la fermeté. Mais d'un autre côté, il y a aussi le risque de cassure sociale qu'on ne peut pas écarter aujourd'hui. Une majorité de Français soutient le mouvement, soutient les manifestations parce qu'elle a l'impression que la réforme n'est pas équitable, qu'elle pénalise par exemple davantage les femmes et les ouvriers. Et ce sentiment d'injustice générale monte, lié aussi
aussi au climat des affaires, aux questions comme le bouclier fiscal. Il va s'exprimer demain assez largement dans les cortèges. Ça, c'est un élément qui devrait pousser l'exécutif à lâcher du lest. Entre fermeté et souplesse, le dosage dépendra de l'ampleur de la mobilisation. Merci Emmanuel. Eh bien, parlons justement du poids ou du pouls de l'opinion. Avec nous, Jérôme Sattemarie, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut de sondage ISAMA. Première question, la cote en berne de l'exécutif affaiblit-elle le pouvoir, le gouvernement, le chef de l'État sur la réforme des retraites? Oui, non, évidemment, aborder une telle réforme avec seulement 33% à peu près des Français qui vous soutiennent, c'est jamais très très bon. En même temps, je crois que la réforme des retraites est une occasion pour Nicolas Sarkozy de raffermir son soutien politique. Le principal événement peut-être de ces derniers mois n'a pas été les mauvais sondages, ça a été des élections perdues. Je pense à l'élection notamment près de Rambouillet, l'élection à la 10e circonscription des Yvelines, c'est-à-dire de voir que des terres de droite faisaient défection, que les gens se mobilisaient plus. Comme l'a rappelé Emmanuel Kessler, c'est vrai que cette réforme des retraites est un message aussi envoyé à l'électorat, aux zones de force de l'électorat sarkozyen, c'est-à-dire non seulement les milieux libéraux. Oh, ça fait pas grand monde, ça fait 12-15% de la population, probablement réellement libérale, mais qui sont très motivés et qu'il faut conserver dans le camp de la majorité. Et puis aussi, ne l'oublions pas, l'immense masse des retraités, 14-15 millions de personnes, qui sont très préoccupés par l'avenir du système de répartition, l'avenir de leur pension, et qui fondamentalement soutiennent toute mesure destinée à pérenniser ce système. Alors, deuxième question, les Français sont très majoritairement hostiles à la réforme des retraites, telle qu'elle est présentée aujourd'hui, mais certains instituts de sondage évoquent dans le même temps des Français résignés. Alors qu'en est-il exactement? Hostile à la réforme, c'est beaucoup dire très sérieusement. 70%. Non, 70% des Français sont, 75-70, ça dépend des instituts, oui. Soutiennent le mouvement de demain. Mais c'est quasiment le cas pour tous les mouvements sociaux. En France, c'est une particularité, la plupart des mouvements sociaux sont soutenus. En fait, quand on regarde attentivement les chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'ils sont plus nombreux aujourd'hui qu'en juin. Ils sont 70% à nous dire que cette réforme est responsable par rapport aux générations à venir. Mais en même temps, seuls 33% la considèrent comme juste. Ils sont en quelque sorte, non pas d'un mouvement d'opposition à la réforme, mais ils sont un mouvement transactionnel. Ils espèrent que les syndicats obtiendront des aménagements pour telle ou telle catégorie et si possible pour eux-mêmes. Merci Jérôme Sattemarie. La question du nouvelobs.com, le partenaire du 19h, la journée d'action de demain, peut-elle faire fléchir le gouvernement? On regarde les réponses. Pour l'instant, vous répondez oui à 58% et non à 35%. Autre dossier en forme d'épreuve pour la majorité, la sécurité. Le chef de l'État a tranché, la déchéance de nationalité sera étendue, mais aux seuls criminels, de policiers et de gendarmes notamment. Des Français depuis moins de 10 ans seraient concernés. Il a renoncé donc à étendre cette mesure aux polygames, comme le souhaitait Brice Hortefeux. Fabrice Cunet. C'est Éric Besson, le ministre de l'Immigration, qui a annoncé l'arbitrage présidentiel. Nicolas Sarkozy a-t-il tenu compte du bruit de la rue samedi? En tout cas, il ne veut étendre les cas de déchéance de nationalité qu'aux crimes et délits visant policiers et gendarmes. Excite donc les cas de polygamie ou d'excision, comme le souhaitait Brice Hortefeux. Ce n'est pas ma ligne qui l'a emporté sur celle de Brice Hortefeux. Nous avons travaillé main dans la main et après examen des conditions juridiques, nous étions d'accord, Brice Hortefeux, Michel Alliot-Marie et moi-même ce matin, pour constater que la jurisprudence du Conseil constitutionnel, très vraisemblablement, ne nous permettait pas d'envisager ce cas de figure. Mais même cette réforme à minima pose des problèmes juridiques et politiques. Pour beaucoup, elle serait inconstitutionnelle. Au-delà, elle gêne, même à droite. A priori, ça me semble d'abord très difficile sur le plan juridique. Vous savez qu'on ne peut pas condamner quelqu'un à être apatride. Donc c'est une disposition qui ne jouerait que vis-à-vis de personnes ayant une double nationalité. Et puis ensuite, déchoir quelqu'un de sa nationalité, c'est un acte extrêmement grave. Est-ce que c'est plus grave de tuer un policier quand on est français, breton de X génération ou quand on est de la deuxième génération maghrébine? Est-ce que c'est tant? Voilà, je ne vous l'ai pas fait dire, c'est pareil. Pour éviter l'écueil de l'inconstitutionnalité, une commission devra étudier les conditions d'application du choix présidentiel. Un exercice déjà qualifié de casse-tête.
Sécurité toujours, le projet de loi sur la sécurité qui renforce notamment les peines planchers et les peines incompressibles sera examiné à partir de demain au Sénat. À noter l'amendement de la sénatrice UMP Catherine Dumas qui souhaite interdire la vente de lasers professionnels aux particuliers. Des pilotes d'avion se plaignent depuis plusieurs mois d'être visés en phase d'atterrissage à Orly et Roissy. Tout de suite, le débat du 19h. Faut-il étendre la déchéance de nationalité ? Le chef de l'État a donc statué ce matin lors d'une réunion avec les 3 ministres concernés sur l'élargissement de la déchéance de nationalité, une mesure exceptionnelle qu'il veut donc étendre aux criminels, notamment de policiers et de gendarmes. Invité du 19h, Halima Boumedienne-Thierry, bonsoir. Vous êtes sénatrice verte de Paris. Face à vous, Adrien Goutheyron, sénateur UMP de la Haute-Loire. Ce dossier sensible a donc été tranché par le chef de l'État. Que pensez-vous de sa volonté exprimée aujourd'hui, Halima Boumedienne-Thierry ? Moi, je trouve ça tout à fait inacceptable. Je dirais inacceptable au regard de plusieurs principes. Le premier principe, c'est l'égalité devant la loi de tous les citoyens. Alors, pourquoi, comme l'a très bien souligné d'ailleurs la personne juste avant vous dans le reportage, pourquoi lorsque l'on tue un policier, on serait jugé différemment si on est français ou français d'origine étrangère? Ça, c'est tout à fait inacceptable. Et puis, il y a d'autres choses. Je veux dire, ça rappelle quand même des moments triste et noire de notre histoire. Je rappellerai quand même l'époque de Vichy avec la dénaturalisation. C'était une époque qui malheureusement a l'air de revenir avec des relents dangereux. Vous faites le parallèle avec Vichy. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait eu des déchéances de nationalité par milliers. Mais bien sûr, je vous rappelle. Adrien Goutheyron, sur ce plan, sur ce parallèle historique. Je n'étonnerai pas ma collègue Madame Boumedienne-Thierry en lui disant que ce rapprochement me paraît totalement inacceptable. Parce que réellement, je crois qu'elle affaiblit son argumentation en utilisant cet argument-là, qui est un mauvais argument. Il y a eu 15 000 effectivement dénaturalisations à l'époque. 7 000 juifs à l'époque. Oui, il est évident que... Vous vous rendez compte? Et 8 000 délinquants. Alors ça veut dire quand même qu'on avait la même situation où, une fois de plus, on utilisait la sécurité des Français. Et là, je crois que c'est tout à fait dangereux parce qu'on est en train de glisser sur un terrain qui me semble complètement xénophobe. Oui, je ne veux pas dire que c'est un sujet facile. Je me suis moi-même posé beaucoup de questions et je m'en pose encore. Oui. Il est évident, mais je ne peux pas admettre l'argument d'Halima Boumedienne-Thierry, je le lui redis. Ce rapprochement est totalement malvenu, totalement inadmissible, et je le redis, il affaiblit son argumentation. Je veux simplement rappeler que le texte proposé par le président de la République, puisque c'est lui qui a annoncé ce qui allait se passer, vous l'avez qualifié vous-même de texte à minima. C'est ce que j'ai entendu, du moins. Est-ce que vous vous félicitez donc que Brice Hortefeux n'ait pas été suivi puisqu'il voulait étendre la déchéance au polygame? Je considère qu'il y a eu une espèce de prise de conscience, y compris dans l'exécutif, de la difficulté du problème qui lui était posé. Et que la solution qui finalement est proposée au Parlement est une solution qui est, je le répète, à minima. Et on revient... Est-ce scrupuleuse des principes républicains, pour répondre à la sénatrice qui vous fait face? Je le pense, je veux simplement rappeler... Mais il faudrait admettre que la situation d'avant 98 n'était pas scrupuleuse et respectueuse des principes républicains. Je rappelle que si la position est adoptée telle que l'a annoncé le président de la République, on sera en deçà de la situation d'avant 1998. Alors qu'on ne nous parle pas de Vichy, puisque la situation d'avant 1998 rendait possible la déchéance de la nationalité pour tout criminel condamné à au moins 5 ans de prison. Madame on n'en est pas là. Pas remonter si loin dans le temps. Donc 98. Un véritable recul, d'une part, un recul sur nos droits, et d'autre part, je regrette, mais les cas, par exemple, de haute trahison, les cas de terrorisme, les cas comme ça, sont complètement des cas exceptionnels, et faire l'amalgame avec ces Français d'origine étrangère qui sont Français par naturalisation, c'est inacceptable. Je veux dire, c'est alimenter un discours xénophobe, et c'est continuer à vouloir faire peur dans la société française. Alors, Adrien Goutheyron, est-ce qu'on peut donc introduire une distinction entre les Français naturalisés et les autres?
Oui ou non? C'est le point qui pour moi est le plus difficile. Vous répondez oui ou non? Je réponds que c'est extrêmement difficile et que ce sera au Conseil constitutionnel à en décider. Je crois qu'il y a là une vraie difficulté. Vous ne suivez pas forcément le chef de l'État sur cette position. Vous Sur un sujet pareil, on ne suit pas aveuglément qui que ce soit. On a le droit de réfléchir. Moi, je vais vous dire, Monsieur Grossior, je suis très respectueux des précautions, des principes et des scrupules des uns et des autres. Mais je suis aussi très conscient de ce que représente la nationalité française. Je m'attache toujours à me rendre dans les préfectures lorsque sont remis les diplômes aux jeunes naturalisés. Je crois que c'est important. Et d'autre part, Alima, une fois qu'ils sont Madame, français, sont français. Mais je veux Adrien, vous dire... moi je suis d'origine étrangère. Mais je le sais. Tu comprends un peu la situation? Je comprends parfaitement que vous ayez cette position. Je ne peux pas accepter d'être traitée de la manière différente parce que je suis française d'origine étrangère. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la discussion. Je suis née française, monsieur. Vous êtes née française. Donc là, ça concernerait... Il y a une limite qui est posée. Je suis d'origine étrangère quelque part. Et je ne fais pas de différence avec ceux qui sont nés français ou ceux qui ont été naturalisés. Mes origines étrangères sont présentes. La mesure concernerait les personnes naturalisées depuis moins de 10 ans. Que pensez-vous de cette barre qui est posée? Les personnes d'origine étrangère est inacceptable. En plus, je vous rappellerai que cette proposition, elle est anticonstitutionnelle. C'est un viol de la Constitution pour 3 raisons. 1, il y a le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi. C'est l'article 1er. Il y a le principe de proportionnalité. Est-ce que et de nécessité d'ailleurs, lorsque l'on assassine quelqu'un qui est gendarme ou police, est-ce qu'il y a une proportionnalité, est-ce qu'il y a une nécessité à lui retirer la nationalité française par rapport à un autre Français d'origine française qui aurait fait le même crime? D'autre part, je vous rappellerai quand même, il y a un 3e principe, c'est le principe du respect de la vie privée. L'identité appartient à la vie privée, est un élément de la vie privée. Adrien Gouteron, sur ce point. Sur ce point-là, les 2 premiers arguments de Madame Halima Boundian-Thierry rejoignent ce dont on parlait tout à l'heure. Je ne veux pas y revenir. Je veux simplement dire qu'on s'interroge actuellement, et je lis avec beaucoup d'attention les articles consacrés à la nationalité. J'ai lu, comme vous sans doute, un article paru dans Le Monde d'un savant très distingué, Patrick Veil, je crois que c'est Patrick, son prénom, le spécialiste de l'immigration. Et dans ce papier, il insiste sur les valeurs qui fondent la nationalité, qui fondent la nation. Est-ce qu'on peut estimer que quelqu'un qui tue un respecte les valeurs de la République? L'État... J'ai dit tout à l'heure que c'était la difficulté du projet. C'est la difficulté du projet. Je veux dire, un Français de souche doit être condamné de la même manière qu'un Français d'origine étrangère. Parce que tuer quelqu'un, c'est un crime. Sur cette question, je vous propose d'écouter l'intervention de Gérard Larcher, le président du Sénat, dans une interview au Monde cet après-midi. Et à Public Sénat, il exprime à nouveau ses réticences, ses réserves sur la déchéance de nationalité. Et il prévient, d'ailleurs, le Sénat sera très attentif, Adrien Gouteron, vous confirmez, au respect des libertés lors du débat, notamment sur le projet de loi sur la sécurité. On écoute le président du Sénat. Je crois qu'il a écarté ce qui avait été envisagé, d'autres facteurs de déchéance de la nationalité. Ce n'est un secret pour personne qu'il y a quelques semaines, je m'étais exprimé, que j'avais exprimé des réserves sur ces points-là. Il ne s'agit pas de dérive droitière ou de dérive gauchiste. Vous savez, je l'ai dit, je ne connais aucun maire, qu'il soit de droite, du centre, de gauche, ou d'aucun mouvement, ou qui n'appartienne à aucun mouvement politique, qui ait envie qu'il y ait plus d'insécurité dans sa ville ou dans son village. Et qu'il y a eu certaines paroles un peu excessives au cours de l'été. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui est utile à la sécurité des Français? Qu'est-ce qui est utile à la sécurité des Français et qui ne remette pas en cause le socle fondamental qui fonde la démocratie et nos libertés? Voilà, le président du Sénat interrogé il y a quelques minutes par Fabrice Cunet. Adrien Gouteron, on l'a constaté il y a quelques semaines, les critiques viennent aussi du camp majoritaire auquel vous appartenez. Est-ce que vous dénoncez, comme Jean-Pierre Raffarin, une dérive droitière à l'UMP en matière de sécurité? Moi, je n'irai pas jusque-là, jusqu'à dénoncer une dérive droitière. En revanche, je le dis, c'est un texte que j'aborderai les yeux
vraiment ouvert, après mûre réflexion, mais je refuse totalement, je le redis à ma collègue, je refuse totalement les rapprochements qui sont faits et certains arguments. Je préfère ce qu'elle a utilisé ensuite, effectivement. Moi, il y a des réflexions d'ordre constitutionnel qui méritent d'être conduites, mais il y a un conseil constitutionnel, il est fait pour ça. Il ne faut pas avoir peur de l'histoire, hein, sinon elle revient au galop. Madame Bonguian-Thierry, vous avez défilé, j'imagine, samedi avec les associations humanitaires contre la politique sécuritaire du gouvernement. Je lisais un proche de Nicolas Sarkozy cité dans une dépêche de l'AFP cet après-midi qui jugeait pitoyable les critiques sur la surenchère sécuritaire. Mais ce qui est pitoyable, monsieur, c'est la surenchère qui est faite sur l'immigration. À chaque fois qu'on parle d'immigration, on fait l'amalgame avec l'insécurité. Ça suffit. Je veux dire, on n'a pas de réponse aux problèmes de sécurité et en particulier de sécurité sociale et économique de ce pays. Alors on y trouve des boucs émissaires qu'on va jeter à la vindicte populaire. C'est inacceptable, c'est une dérive, pas 3/4, c'est une dérive raciste, xénophobe. Monsieur Gautheyron. Moi, je suis hostile, et je reprends là le mot du Premier ministre, à l'instrumentalisation de ces sujets-là. J'y suis profondément hostile. Mais je pense qu'il faut les aborder avec moins de passion que le fait ma collègue. Voilà, c'est possible. Dans les débats, dans les jours. Je vis ça avec mes tripes, vous savez. Mais nous le vivons tous. Je trouve ça inacceptable. Il faut le vivre aussi avec son intelligence. Mais je le fais. Vous en avez, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, cher ami. Voilà, l'intelligence et le cœur. Bon, on verra dans les débats qui vont suivre. Politique. C'est ce qu'on verra au Sénat dans les jours qui viennent, puisque demain vient donc en débat les amendements au projet de loi sur la sécurité. Restez avec nous. Merci d'avoir débattu. Ça vient d'abord à l'Assemblée nationale, si j'ai bien compris. Oui, demain au Sénat avec le débat sur le projet de loi sur la sécurité. Hein, on a l'OPSI en premier. C'est demain au Sénat. Mais la déchéance de nationalité vient d'abord à l'Assemblée nationale. Restez avec nous pour la dernière page du 19h. Nous accueillons Monique Pinson-Charlot. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous signez avec Michel Pinson. On a l'habitude de parler des livres des Pinsons. Hein, voilà, les Pinson-Charlot, voilà le dernier. Le président des riches, si Claude Guéant, le secrétaire général de l'UMP, regrette, avec Nicolas Sarkozy, on peut l'imaginer, certains épisodes du début du quinquennat, le Fouquet, le yacht, eh bien il affirme que le chef de l'État est le président de tous les Français. Vous maintenez votre thèse que c'est le président des riches ? Absolument. C'est un système, ce sont des cadeaux qui sont systématiques, ils sont symboliques comme les remises de la Légion d'honneur, ils sont plantureux avec le bouclier fiscal qui passe non seulement de 60 à 50%, mais qui intègre des contributions sociales comme la CRDS et la CSG dans l'activation du bouclier fiscal. Nouvelle niche fiscale en veux-tu, voilà, la défiscalisation des droits de succession, des cadeaux qui sont tout à fait opérationnels comme la nomination des amis dans des postes tout à fait stratégiques et alors vous faites une longue énumération. Et indirect avec la suppression de la publicité sur les chaînes publiques au bénéfice. Il y a d'autres chapitres encore dans les livres. Monique Pinson-Charlot, vous êtes sociologue, mais là vous faites une compilation. Alors c'est un travail de sociologue parce qu'il se trouve qu'avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République et la décomplexion vis-à-vis de l'argent et du pouvoir, le travail pour les sociologues en a été largement facilité puisque, si vous voulez, on nous donnait à voir chaque jour le fonctionnement des rouages du pouvoir parce que autrefois, pour vivre heureux, il fallait vivre caché. Et là, tout d'un coup, il y a eu cette rupture-là qui a été très agréable pour nous sociologues, mais très violente sur le plan symbolique pour le peuple français. Mais c'est moins une étude que vous livrez avec votre dernier livre qu'une accusation. J'ai même envie de parler de livre de combat. Vous pouvez dire un livre de combat, si vous acceptez. Mais non, c'est un livre de sociologues qui sont inquiets devant la situation de notre pays et devant une montée des inégalités absolument sans pareil. C'est-à-dire que vous avez une planète finance qui est à 1000 lieues de l'économie réelle. Alors justement, est-ce que vous critiquez finalement plus les riches que Nicolas Sarkozy? Les riches, vous dites, ils sont collectivistes, c'est une formidable communauté d'intérêts. Nicolas Sarkozy, a priori, c'est pas un milliardaire, il y en a quelques-uns qui dirigent des pays sur cette planète. Qu'est-ce qui pourrait donc le lier, selon votre étude, votre approche, aux riches, personnellement? C'est le porte-parole. Il en a été le porte-parole comme maire de Neuilly pendant près de 20 ans. Et là, aujourd'hui, à la présidence de la République, il est au service des plus nantis. En tout cas, c'est ce que nous essayons de montrer avec des enquêtes solides, des enquêtes de sociologues, qui sont... Bon. Alors, qu'est-ce que vous répondez
à l'argument officiel qui dit « mais la France a besoin de riches, il faut des riches pour payer des impôts ». Ou investir. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument? Monsieur, vous savez très bien que les riches payent de moins en moins d'impôts grâce au bouclier fiscal, grâce aux presque 500 niches fiscales qui existent dans notre pays et qui ne cessent d'augmenter de jour en jour, grâce à tous les avantages, grâce aux yeux fermés de tout le blé qui dort dans les paradis fiscaux, parce que nous montrons dans ce livre que les paradis fiscaux, c'est pas du tout terminé, et que tous les cadeaux aux banques qui ont été faits pendant la crise de 2008, en réalité, ont permis au capitalisme financier de retrouver de sa superbe. Monique Pinson, c'est un livre que vous avez écrit avec votre mari, et j'ajoute avec votre cœur et votre intelligence. J'aimerais savoir ce qu'en pense Adrien Goutéron. Écoutez, je ne l'ai pas lu. Donc vous avez entendu les arguments. Obligé, il paraît le 9 septembre, donc c'est dans 2 jours. Bon, mais je dois dire que ce que vous en avez dit ne me donne guère envie de le lire, parce que l'énumération de vos arguments me laisse tout à fait perplexe. Je n'en prends qu'un. Je prends le cas de la publicité à la télévision. Voulez-vous m'expliquer, madame, en quoi c'est un cadeau fait aux riches, le fait qu'on supprime la publicité à la télévision? Alors c'est un cadeau qui est fait directement à Martin Bouygues, l'ami, non c'est pas l'ami, il a dit c'est le frère, mon frère, le frère Martin Bouygues, parce que si vous voulez, la publicité, c'était le pari en tout cas qui était fait au départ. J'avais plutôt l'impression, moi, que c'était l'inverse, figurez-vous. Parce que l'argent à la télévision, c'était par la publicité. Dans la télévision publique. Franchement, je ne comprends rien à cet argument. Il faudra que vous me l'expliquiez en aparté. Mais il y a d'autres arguments. Alors, d'autres arguments, Adrien Goutéron, allez-y. Écoutez, je trouve que l'accumulation de ces faits est tellement... Elle fait sens, c'est extraordinaire. C'est vraiment extravagant. Et d'autre part... je crois que ça procède d'une espèce d'acharnement vis-à-vis du président de la République qui me paraît totalement déplacé. Je crois d'ailleurs que ce genre d'arguments, ce genre de livres, ce genre de pamphlets se retournent totalement contre la cause qu'on prétend servir. Les Français sont des gens de bon sens. Je rassure vos téléspectateurs, ça n'est pas un pamphlet, c'est un travail sociologique extrêmement sérieux, tout argumenté. Vous ne l'avez pas présenté comme tel. Je l'ai présenté comme tel. J'ai présenté un système favorisant les plus riches et défavorisant, bien entendu, en creux, les familles les plus populaires de notre pays. Non, puis là, pour la télévision, c'est clair. Par exemple, c'est le privé qui va profiter de cette publicité, alors que le service public va être privé d'une ressource. Mais c'est le contraire. Le service public, les recettes... Mais il n'y a plus de publicité à la télévision et sur le service public libéré des forces de la publicité. Mais vous parlez d'une nouvelle version de la lutte des classes, vous en parlez, vous parlez qu'il y a une véritable guerre des classes qui s'est instaurée aujourd'hui. Ça, c'est pas forcément directement dû au chef de l'État. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas nous, mon mari et moi, qui employons les termes de guerre des classes. Guerre des classes, c'est Warren Buffett, l'homme le plus riche de la Terre. Le bouclier fiscal, je suis désolée, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est M. Copé, et il a été réactivé par M. Sarkozy. C'est pas nous qui parlons d'exil fiscal, c'est pas nous qui parlons de parachute doré, c'est pas nous qui parlons de retraite chapeau. Vous avez entendu Claude Guéant ce week-end? Il a fait une espèce de mea culpa en regrettant peut-être le yacht, le Fouquet du début du quinquennat en disant mais c'est faux de dire que c'est le président des riches, c'est le président de tous les Français, il passe son temps à travailler, il fait jamais la fête. Oui, ben ça, il se défend comme il peut. Nous, nous n'attaquons pas Nicolas Sarkozy faisant la fête. Nous attaquons un système qui est au service des plus riches aujourd'hui dans la France républicaine. Bon, je donne pas la parole à votre voisine Halima Boumedienne-Thierry parce qu'elle boit vos paroles. C'est très juste. Adrien Goutéron, est-ce que je peux dire tout de même qu'un livre comme ça, je le redis, me paraît desservir totalement la cause qu'il prétend servir. Mais je voudrais aussi rappeler tout de même, vous parlez des paradis fiscaux. Quel est le président de la République qui s'est attaqué aux paradis fiscaux? C'est pas M. Mitterrand que je sache, c'est M. Sarkozy. Vous aurez la réponse dans votre livre. Vous l'acceptez quand même. Oh, j'accepte de le lire, je ne suis pas sûr d'arriver à la fin. Allez, merci à tous les deux. C'est la fin de cette édition du 19h. Merci d'y avoir participé, de l'avoir animé à ce point ce soir. Merci à tous. À suivre sur la chaîne parlementaire, État de santé, sur LCP, Assemblée nationale, et puis bien sûr à 22h, ne manquez pas le prochain journal de Public Sénat avec Sonia Mabrouk. Bonsoir à tous.
publicsénat.fr devient le portail de l'information politique. Dès à présent, vous pouvez suivre l'actualité politique et parlementaire en temps réel. Conversez, réagissez et participez à tous les contenus du site. Et toujours la chaîne Public Sénat en direct, 24 heures sur 24, comme l'ensemble de vos émissions en VOD, en accès gratuit et illimité.